am a person. You are not. Bitch. Pressure is a privilege. It really is. Barbecue sauce. Oh, she's taken it! Aguero! Oh, Manchester! Bienvenue dans Si je te dis, le podcast où on parle de pop culture pour mieux comprendre le monde. Si je te dis foot et meilleur joueur du monde, tu me dis Mbappé? Moi, ça reste à voir. Ah non, je sais, Dembélé. Non, mieux, Olysée. Ou Cherki? Dis donc, tu serais pas supporter de l'équipe de France, toi? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Et si je te dis plutôt Messi, MLS et Coupe du Monde 2026? Ah ouais, les États-Unis. Ouais, mais attends, c'est pas un pays de foot les US. Ah non, pardon, un pays de soccer. Ouais, là-dessus, t'as pas tout à fait tort. Il faut dire que les États-Unis, c'est pas le premier pays auquel on pense quand on parle de football. Et à juste titre. Historiquement, les États-Unis n'ont jamais vraiment brillé dans les grands tournois, du moins dans le foot masculin. Pourtant, de grandes stars y jouent aujourd'hui, à commencer par la légende Léo Messi. Mais c'est surtout dans le foot féminin que les États-Unis brillent réellement, parce que l'équipe féminine a remporté 4 Coupes du Monde et le championnat américain est un des plus compétitifs aujourd'hui. Mais malgré une bonne dynamique chez les femmes, le foot galère à s'imposer comme un sport majeur dans un pays où le foot américain, le basket ou le baseball dominent tout. Ce qui est étonnant, c'est que le foot, c'est le sport numéro 1 partout dans le monde. La finale de la Coupe du Monde 2022 a même réuni 1,5 milliard d'individus selon la FIFA, soit l'un des événements télévisés les plus suivis de l'histoire. Mais alors pourquoi ? Pourquoi le sport le plus populaire du monde reste secondaire dans le pays le plus puissant du monde ? C'est le sujet de ce nouvel épisode de Si je te dis. Le foot, c'est le sport universel. Il suffit d'un ballon rond et de 2 buts. Sa simplicité en fait un sport central sur tous les continents et dans presque tous les pays du monde. Enfin, pas tous. Un pays résiste encore et toujours à l'appel du ballon rond, les États-Unis. The United States of America. Ouais, merci Donald. Thank you very much, everybody. Et ce qui est intéressant avec le foot aux États-Unis, c'est que c'est pas un sport qui est absent. C'est pas non plus un sport marginal, mais c'est un sport entouré par des géants. Parce que quand on parle de sport aux États-Unis, il y a 3 noms qui reviennent en permanence. La NFL d'abord, donc le football américain, ça c'est le sport roi, celui qui rassemble tout le pays, notamment lors du Super Bowl, suivi par plus de 100 millions de personnes chaque année. He dives in for the touchdown. Did he get it? Yes, sir, he did. Touchdown, Detroit Lions. Ensuite, le basket avec la NBA, un sport global avec des superstars, les plus grandes équipes et des highlights à chaque match. Is this the dagger? Et puis il y a le baseball et la MLB, peut-être moins spectaculaire mais profondément ancrée dans l'histoire et la culture américaine. Boy, this ball is hammered way up in the home run porch. Oh my! Face à ça, le foot existe, mais il ne joue clairement pas dans la même catégorie. Les audiences sont bien plus faibles, même les grandes affiches européennes attirent seulement quelques centaines de milliers à quelques millions de téléspectateurs, là où les sports américains en rassemblent des dizaines de millions. Et surtout, le championnat local, la Major League Soccer, reste moins attractif. Moins de stars historiquement y sont présentes, même si on voit que ça change ces dernières années avec l'arrivée de plus en plus de grands noms du foot qui viennent finir leur carrière en MLS. Dans ce championnat, on retrouve aussi moins de rivalités fortes et un niveau de jeu global perçu comme inférieur aux grands championnats européens. Résultat, les fans de foot aux États-Unis regardent souvent l'Europe et beaucoup moins leur propre championnat. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est que le foot est pourtant très présent chez les jeunes. Moi, tu me parles pas d'âge. Aujourd'hui, c'est même le sport le plus pratiqué chez les enfants de 6 à 12 ans aux États-Unis. Environ un quart d'entre eux jouent au soccer. C'est plus que le basket, le baseball ou même le football américain. Donc le problème, c'est pas l'absence de base. Le foot, il est là, il est pratiqué, il est connu, mais cette pratique ne se transforme pas forcément en passion durable. Parce qu'une grande partie des jeunes arrêtent le sport assez tôt, souvent autour de l'adolescence. Et surtout, à partir du lycée et de l'université, qui sont des étapes clés dans le sport américain, ce sont d'autres disciplines qui prennent le dessus. Celles qui crèvent l'écran aux États-Unis et dont on devient fan, à savoir le football américain, le basket et le baseball. Alors au final, le foot reste là, visible, pratiqué, apprécié même, mais il est rarement le premier choix. Mais alors pourquoi ? Pourquoi les Américains préfèrent-ils la NBA à la MLS ou la Ligue des Champions ? Pourquoi LeBron James plutôt que Harry Kane ou Lamine Yamal ? Eh bien, si le foot est rarement la première option choisie, ce n'est pas seulement une question de concurrence, c'est aussi une question de format. Parce que le foot tel qu'on le connaît ne correspond pas vraiment à la manière dont les Américains consomment le sport. Déjà, il y a un truc tout simple, le rythme. Aux États-Unis, les grands sports sont pensés pour la télévision.
La NFL par exemple est découpée en une succession d'actions courtes, on joue quelques secondes, on s'arrête, on analyse et puis on repart. En gros, le match se découpe en 4 quarts-temps de 15 minutes, on a donc 1 heure de temps de jeu effectif, mais avec tous les arrêts de jeu, un match dure en moyenne 3h15. Même chose en NBA, le jeu est rapide mais constamment interrompu, on a des temps morts, des fautes, des pauses, et les 4 quarts-temps de 12 minutes se transforment facilement en 2h15 de match. Et tout ça, ça permet une chose essentielle, intégrer de la publicité et créer des moments forts en continu. Dans les sports américains, il se passe toujours quelque chose. En NBA, il y a des dizaines de paniers par match. En NFL, chaque action peut être décisive. Le foot, lui, fonctionne à l'inverse, avec 2 mi-temps de 45 minutes, quasiment sans interruption, un jeu qui peut parfois être lent, avec parfois peu de buts ou moments décisifs, mais une tension qui se construit dans la durée. En réalité, l'intensité d'un match se construit pendant les 90 minutes. Elle ne se résume pas qu'au but, elle se construit grâce à la tactique, à la qualité du jeu, à l'ambiance dans le stade, et c'est précisément ce qui fait la beauté du foot. Sauf que dans une logique télévisuelle américaine, c'est beaucoup plus difficile à vendre. Moins de coupures, moins de pubs, moins de potentiel spectaculaire pendant 90 minutes. Un match peut être passionnant, sans être impressionnant à chaque instant, et ça va à l'encontre des habitudes du public américain. À ça s'ajoute un autre problème très concret, les horaires. Les plus grands matchs se jouent en Europe, et donc souvent en pleine journée aux États-Unis. Pas idéal pour créer un rendez-vous massif comme le Sunday Night Football, une émission qui regroupe plusieurs matchs de NFL chaque dimanche sur la chaîne NBC. Mais au-delà du format, il y a aussi une différence plus profonde, la manière de penser le spectacle. Aux États-Unis, le spectacle est intégré directement dans le jeu. Quand tu vas voir un match, tu viens pas seulement pour le sport, tu viens pour une expérience complète. Musique, animation, écran géant, show à la mi-temps, tout est fait pour divertir même en dehors de l'action. Le stade est pensé comme un lieu de divertissement. En Europe, c'est différent. Le spectacle, il est surtout dans les tribunes. Dans les chants, dans les tifos, dans la tension, c'est plus brut, parfois plus intense, voire même plus hostile. Mais c'est pas le même type d'expérience. D'un côté, un spectacle construit et maîtrisé, de l'autre, une passion plus spontanée. Et forcément, ça influence la manière dont on vit et dont on consomme le sport. Mais au fond, le vrai problème du foot aux États-Unis, il est peut-être encore ailleurs. Parce que ce n'est pas seulement une question de concurrence ou de format, c'est une question de culture. On l'a vu, les sports qui dominent aux États-Unis sont historiquement ancrés dans le paysage sportif. Et ce sont des sports dont les ligues écrasent tout aux États-Unis. La particularité américaine, c'est qu'il y a dans le pays le meilleur championnat du monde pour tous ces sports. Magnifique, exceptionnel, du haut niveau. La NBA pour le basket, la NFL pour le football américain, la MLB pour le baseball, et on pourrait même rajouter la NHL pour le hockey ou l'UFC pour le MMA. Alors forcément, cette compétitivité très forte, ça crée une attractivité naturelle que le foot peine à développer parce que le plus haut niveau est ailleurs. En Europe principalement, avec la Ligue des Champions, la Première Ligue, les clubs historiques, les plus grands joueurs et les rivalités majeures. Mais au-delà de l'écart de niveau, s'il y a bien une chose qui différencie les émotions ressenties dans un match de foot en Europe et aux États-Unis, c'est l'enjeu de la rencontre. Aux États-Unis, la Ligue de foot, la MLS donc, est une ligue fermée, tout comme la NBA ou la NFL. Tous les ans, ce sont les mêmes équipes qui s'affrontent, indépendamment des résultats. Alors qu'en Europe, le football fonctionne comme une grande pyramide. Les équipes sont réparties sur plusieurs divisions, de niveaux différents, et à la fin de chaque saison, certaines équipes peuvent monter à l'échelon supérieur et d'autres descendent si elles ont échoué. Concrètement, ça signifie qu'une mauvaise saison peut avoir des conséquences très lourdes. Un club peut être relégué, perdre de l'argent, perdre ses meilleurs joueurs et devoir se reconstruire pendant plusieurs années. A l'inverse, un petit club peut grimper les échelons et affronter les plus grands. Et cette possibilité d'être promu ou relégué crée une tension permanente. Chaque match peut avoir un impact vital, et ce presque pour toutes les équipes, que ce soit pour jouer le titre, les places européennes ou le maintien. Aux États-Unis, les équipes restent stables, peu importe le résultat. Alors la tension se concentre surtout sur les playoffs qui déterminent le champion de la saison. Mais suivre une équipe de MLS située en bas du classement, ça n'a pas beaucoup d'enjeux. Et forcément, ça change la façon dont on vit et on raconte les matchs. Puis en Europe et en Amérique latine, le football est ancré dans plus d'un siècle d'histoire, avec de fortes rivalités qui dépassent le terrain et mettent en avant les particularités culturelles, sociales d'une ville ou d'un club. Le ballon en retrait, Messi pour la maille, ah là là là. Oh Pjanic avec Bastos. Oh, ils sont allés la chercher jusqu'au bout. Gerland explose. 5-4 pour l'Olympique Lyonnais. C'est le match de l'année pour l'instant. À ce titre, on peut mentionner les derbys comme celui de Manchester qu'on a évoqué dans l'épisode sur Oasis, ou le derby entre Lyon et Saint-Etienne pour ne citer que. Nani. Rooney.
Mythical! What a goal! Nabil Fekir, la frappe de Fekir et le 0 pour l'Olympique Lyonnais. Le premier but dans un derby du capitaine. A contrario, la Ligue de soccer américaine existe seulement depuis 1996. Et même si elle progresse, elle n'a pas encore 100 ans d'histoire, de drame, de rivalité, de légendes transmises sur plusieurs générations, comme peuvent l'avoir les championnats européens. Pour autant, ça veut pas dire que les stades sont vides et que personne ne suit le championnat, au contraire. La MLS a annoncé une moyenne record d'environ 23 000 spectateurs par match sur la saison régulière 2024, avec un nombre qui continue d'augmenter. Bon après, ça correspond à l'influence moyenne d'un club comme le FC Metz, donc c'est pas phénoménal non plus. Malgré tout, le soccer grandit peu à peu aux États-Unis, que ce soit en termes de pratique ou d'audience, comme on a pu le montrer précédemment. Mais culturellement, construire un goût comparable au sport historique américain, ça demande du temps. La MLS doit créer de l'attention autrement, par les stars, par les rivalités locales, le marketing ou les grands événements. Et justement, l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami a provoqué un choc énorme aux États-Unis, avec une augmentation de 110 000 abonnés pour la diffusion TV le jour de sa signature. Et c'est sans compter sur l'explosion de la vente des maillots, les stades remplis à travers le pays, etc., etc. Mais surtout, la MLS a modifié sa stratégie. Depuis 2023, Apple TV possède les droits de la MLS et centralise donc tous les matchs sur une seule plateforme accessible mondialement. C'est donc une approche adaptée à la consommation actuelle. La MLS ne cherche plus à copier le modèle européen, elle tente de créer une version américaine du football, plus digitale, plus accessible, plus intégrée à son propre système médiatique. On mise beaucoup sur le narratif, sur les joueurs stars, et le phénomène ne se cantonne pas à Léo Messi. Beaucoup de légendes du foot ayant fait leur temps dans les grands championnats européens envisagent une fin de carrière en MLS. C'est le cas par exemple de Luis Suarez, Thomas Müller ou encore Antoine Griezmann qui s'engagera dès la saison prochaine à Orlando. Avec tous ces changements, l'idée est claire, faire du foot un sport dominant aux États-Unis. Mais pour y arriver, ça prend du temps. Beaucoup de temps, et ça se décide pas en claquant des doigts. Alors aujourd'hui, le foot aux États-Unis est dans une situation assez paradoxale. C'est un sport global, un sport connu, pratiqué, mais c'est pas encore un sport profondément américain. Mais alors, les choses sont-elles en train de changer ? Le football, il a changé. Peut-être. En tout cas, la jeune génération américaine s'intéresse de plus en plus au ballon rond. En 2023, selon Sports Innovation Lab, 56% des Américains fans de foot avaient moins de 35 ans et 82% d'entre eux avaient moins de 45 ans, ce qui laisse présager de beaux jours pour le foot au pays de l'oncle Sam. Sans oublier que dans quelques jours, le foot va avoir une opportunité unique aux États-Unis, la Coupe du Monde 2026. Une compétition organisée au Mexique, au Canada, mais surtout aux États-Unis qui accueilleront les 3/4 des matchs. Durant la durée du tournoi, de nombreuses villes américaines vont voir débarquer des milliers de supporters, les médias vont parler de l'événement, les yeux du monde et des Américains seront braqués sur la Coupe du Monde de la FIFA, qui affiche une volonté claire, parler au public américain. On le voit déjà avec certaines adaptations, des pauses fraîcheurs pendant les matchs, une réalisation télé plus dynamique, plus proche des standards américains, et même pour la première fois un véritable show à la mi-temps de la finale, comme un clin d'œil assumé au Super Bowl. L'idée est simple, rendre le foot plus compatible avec la culture sportive locale. Mais la vraie question, elle est là, est-ce qu'on peut adapter un sport sans le transformer ? Est-ce que le foot peut séduire les États-Unis sans perdre ce qui fait son identité ? Parce que construire une vraie culture sportive, ça ne se décide pas. Ça se construit sur des décennies, avec des histoires, des rivalités, des émotions. Et ça, même une Coupe du Monde ne peut pas le créer du jour au lendemain. Alors oui, le foot progresse aux États-Unis, mais reste à savoir jusqu'où. Merci d'avoir écouté cet épisode de Si je te dis. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi, le plus dur, c'est pas de jouer, c'est de s'imposer.